Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la théorie des appareils et la psychanalyse. L'objectif de ce livre consiste à développer une certaine critique à l'égard de la psychanalyse, à partir d'une philosophie de la technique. Il s'agit d'interroger dans une perspective critique les fondements anthropologiques de la psychanalyse, de révéler derrière eux l'existence d'un inconscient, qu'elle ne veut pas reconnaître, à savoir la technique moderne. La photographie, phénomène d'origine technique, servira de point de départ pour l'examen critique dont il s'agit. D'une façon plus large, ce livre se propose de réfléchir sur le conditionnement technique de la subjectivité, en avançant l'hypothèse que la constitution du sujet n'a été possible que dans l'espace ouvert par la technique, dans l'abîme creusé par les appareils. Bien sûr, il serait absurde d'affirmer que les processus conscients et inconscients ne se définissent que du dehors, en substituant purement et simplement les effets des dispositifs techniques à l'intériorité des processus psychiques. Mais il n'est pas moins injuste de croire que le postulat de la nature biologique de l'être humain nous dispense d'une réflexion sur le conditionnement technique de ces mêmes processus, et à un niveau plus fondamental, de l'anthropogenèse. On n'ignore pas que la psychanalyse fait en ce moment l'objet de critiques qui n'émanent pas seulement de la pensée conservatrice. Désormais, elle doit combattre sur deux fronts, faisant face également à la critique éclairée des sciences cognitives qui dénoncent le caractère pseudo-scientifique de la doctrine de Freud. Or, ce livre n'a rien à voir ni avec le discours obscurantiste qui cherche à bannir Freud du monde intellectuel, ni avec le discours scientifique objectif qui, sûr de lui, affirme ses droits et chasse Freud de façon plus insistante encore. À la différence de ces derniers, notre interrogation n'a pas pour but de mettre à bas la psychanalyse, tâche aussi vaine qu'inutile. Les réflexions qui vont suivre seront développées en dialogue avec Freud, qui fut le premier à parler de l'inconscient et à attirer l'attention sur certains motifs cachés de notre comportement. On verra donc dans ce livre un hommage amical à Freud, une façon de lui serrer la main, ou plus précisément à son spectre qui, tout comme le spectre de Marx dont parle Derrida, ne cesse de nous hanter. Il faut dire que les raisons du déni de la technique chez Freud, ou plutôt de son désintérêt pour elle, sont à chercher non seulement dans le caractère prétendument médical de sa doctrine, mais aussi et surtout dans son caractère littéraire. Le manque d'intérêt du père de la psychanalyse pour la technique est assez typique des hommes cultivés de cette époque. Grand connaisseur des classiques, Freud puise ses modèles théoriques dans le réservoir de la littérature et de la mythologie grecque. En témoignent ses concepts les plus fameux, comme le complexe d'Œdipe ou le narcissisme, qui constituent des emprunts directs aux mythes respectifs. Ce n'est pas un hasard si au terme d'homosexualité Freud préfère le terme d'uranisme, référence implicite au mythe des deux Éros raconté par Pausanias dans le banquet platonicien. En dernière instance, Freud est un mythologue qui a réussi à rendre actuel, à ressusciter les mythes grecs dans le milieu bourgeois de son époque. Le théâtre de la psychanalyse adapte pour la scène moderne des drames très anciens. Dans le domaine de la littérature, Freud fait preuve d'un goût exquis, celui d'un Viennois éduqué de la fin de siècle. Sa préférence va pour les sujets raffinés, décadents et provocateurs, plutôt Euripide que ses aînés Sophocle et Échille. Ce n'est donc pas un hasard si la psychanalyse rencontre une vive opposition de la part de médecins, neurologues et aliénistes, et à l'opposé, est accueillie favorablement dans le milieu bourgeois éduqué qui était celui des patients de Freud. Tout en reconnaissant les mérites de Freud, cet ouvrage essaie de penser l'homme dans une perspective différente, de démontrer que le fait psychique peut être un fait technique intériorisé. À supposer qu'il existe un conditionnement de la vie pulsionnelle par les appareils, on doit également admettre que son évolution est intrinsèquement liée à l'évolution technique, au progrès des appareils qui va toujours croissant. Cette évolution rend les processus psychiques de plus en plus complexes, les fait changer de direction et varier d'intensité, de sorte que la vie psychique se trouve toujours en avance sur tout schéma, sur toute topie. Tel un puissant courant, l'évolution constante des appareils finit par emporter toutes les constructions théoriques prétendant donner un tableau stable des processus psychiques. Les concepts les plus rigides sont les premiers à en faire les frais, car ils cessent plutôt que les autres de correspondre à la réalité. La force indéniable de la psychanalyse résidait dans sa capacité à tracer de nouveaux chemins, des lignes transversales, à découvrir les raisons cachées de notre comportement.
Mais le maniement des théories freudiennes présente bien des dangers et exige une rare habileté. Ces théories se transforment rapidement en machines à interpréter, en machines de guerre contre l'individuel, le singulier, l'uni. Tout phénomène de la vie pulsionnelle, toute relation à un proche peuvent être facilement inscrits, emballés dans des schémas, qu'il s'agisse des rapports père-fils, Oedipe, mère-fils, explication du phénomène de l'homosexualité, du rapport à soi-même, narcissisme. Une autre question, qu'on n'abordera pas ici, est de savoir si ces schémas reflètent fidèlement la pensée de Freud, s'ils ne nous offrent pas une image vulgarisée de la doctrine freudienne, un Freud au rabais. Notre objectif n'est pas de critiquer la psychanalyse, au sens qu'il ne s'agit pas d'évincer le spectre de Freud du champ intellectuel. Il faut remarquer d'ailleurs que la psychanalyse possède déjà une immunité contre la critique venant de l'extérieur. La notion de déni est en effet un bouclier qui met le discours psychanalytique à l'abri d'éventuelles objections, déclarant par avance que cette critique est le résultat d'une conscience blessée par la vérité, incapable de supporter la révélation venue de la psychanalyse. La gêne éprouvée par le client ne peut que témoigner de l'acuité de la vision de l'analyste, qui a touché ses points les plus secrets et vulnérables. Si un analysé proteste contre le diagnostic établi, cela ne signifie pas que ce diagnostic est faux, c'est que le client qui, tel un prisonnier platonicien, est réticent à sortir de sa caverne. Ce moyen sophistique de neutraliser à la racine toutes les objections possibles illustre bien le caractère pastoral du pouvoir psychanalytique, qui ne s'exerce que pour le bien du sujet analysé. Celui qui veut parler du rapport entre psychanalyse et photographie se heurte à une difficulté, à la différence de son maître Charcot, Freud ne s'intéresse pas à la photographie. Même s'il conçoit l'appareil psychique sur le modèle de l'appareil photographique, en utilisant quelques comparaisons, Freud n'a jamais écrit sur la photographie en tant que telle. Même la peinture ne l'intéresse pas beaucoup. Dans le Moïse de Michel-Ange, il avoue que sa préférence va pour la sculpture et surtout pour la littérature. Pour évoquer le thème psychanalyse et photographie, des efforts interprétatifs sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut jeter des ponts théoriques, chercher des points de rencontre entre l'une et l'autre. À lire les quelques ouvrages existants sur ce thème, on arrive à la conclusion que les rapports établis entre la doctrine de Freud et la photographie s'inscrivent dans deux tendances théoriques qui diffèrent l'une de l'autre par leur degré de proximité avec la psychanalyse. Tout d'abord, il y a les interprétations étroitement psychanalytiques, qui essaient d'aborder la photographie en recourant aux concepts psychanalytiques, fût-ce pour la réconcilier avec eux ou pire encore, la plier à leur rigidité. Si ces approches sont insatisfaisantes, ce n'est pas seulement parce qu'elles ne disent rien de la spécificité de l'image photographique, qui est un objet issu d'une opération technique, mais aussi parce qu'elles essaient de penser la photographie avec des concepts qu'elles ne cessent de mettre en question, de déplacer, de déformer ou de renverser. C'est à cette catégorie de lecture qu'appartient le mystère de la chambre claire de S. Tisseron. Selon Tisseron, en raison de sa capacité de parer le traumatisme de la réalité, la photographie peut participer au processus de la digestion psychique de l'expérience traumatisante, de la décomposer et de faciliter son assimilation. La place de la photographie serait donc à mi-chemin entre le phénomène traumatisant et l'appareil psychique. Ainsi, les images du corps malade permettent au malade lui-même de s'habituer à sa maladie et de l'accepter progressivement. Cet apprivoisement de l'expérience sauvage par la photographie va de pair avec son esthétisation et son inclusion dans la sphère culturelle. Les mêmes photographies de la maladie permettent aux médecins de transformer cette dernière en phénomène scientifique, en un cas à étudier et à traiter. Il va de soi que l'auteur ne peut manquer de s'arrêter sur le cas Barthes, qu'il interprète sans hésiter à travers le concept, inventé par lui, de fantasme dépressif. Selon lui, le fantasme dépressif est une réalité psychique résultant de la première séparation d'avec le premier objet d'amour, la mère. Il est réactivé dans toutes les situations intenses de séparation, qu'il s'agisse de la séparation d'avec un être cher ou de la séparation d'avec un lieu ou même d'un état psychique exaltant. Sans doute ce concept aurait-il effrayé Barthes plus encore, s'il avait su que la douloureuse expérience dont il fait part dans la chambre claire n'était rien d'autre que le résultat de ce même fantasme dépressif. À en croire S. Tisseron,
Ce dont Barthes cherche à s'assurer sur la photographie de sa mère qu'il retient, c'est de sa propre présence en elle. Il tente d'y vérifier sa capacité à elle de contenir et de porter son enfance à lui. Tel est en effet, comme nous l'avons vu, un des axes imaginaires privilégiés de l'image, constituer un équivalent du regard maternel dans lequel le sujet a d'abord éprouvé sa présence au monde. Les interprétations qui relèvent de l'autre genre constituent un compromis entre le traitement strictement psychanalytique de la photographie et une position théorique extérieure à la psychanalyse. Les auteurs de ces ouvrages ont en commun d'essayer de décrire l'influence de la photographie sur l'imaginaire de Freud, de reconstruire une certaine culture photographique, dont Freud était porteur et qui a dû influencer ses théories, sans par ailleurs assumer pleinement les conséquences de cette thèse, à savoir le conditionnement technique de la subjectivité et de la psychanalyse elle-même. À la différence des précédentes, ces interprétations qui présentent la photographie comme l'arrière-plan de la psychanalyse et une sorte d'inconscient de celle-ci, ne font pas passer les faits pour la cause. Néanmoins, elles dissimulent la contradiction entre la vision psychanalytique du sujet et sa vision technique, entre l'idée de la subjectivité comme produit technique, formé par les appareils, et l'idée psychanalytique de sa constitution dans la petite enfance. Ces lectures ont en commun de manquer de précision, et de n'aboutir à aucun résultat positif, se limitant au constat que Freud est influencé par la photographie. La notion même d'imaginaire, issue de la psychanalyse, est vague et privée de tout contenu concret, à l'instar d'une autre notion qu'utilisent ces auteurs, celle de métaphore. Dans son ouvrage Actes photographiques publié en 1990, Philippe Dubois se penche sur la fonction de la photographie dans la réflexion de Freud. Dubois montre que tout au long de son parcours intellectuel, Freud essaie d'aborder les activités psychiques à travers différentes métaphores, tout particulièrement des métaphores archéologiques, photographiques et celles du Wunderblock, le bloc magique. Comme le rappelle Dubois, Freud mentionne l'appareil photo en même temps que le microscope et le télescope. Selon lui, ce que pointe surtout Freud dans ses métaphores technologiques, c'est uniquement qu'il s'agit d'appareils, et singulièrement d'appareils à fonction scopique, c'est-à-dire de dispositifs structurés spatialement, formés de plusieurs parties, avec d'un côté une entrée, un lieu de captation, de visée, un cadroir, ce qui correspond pour lui au système perception-conscience, par où tout passe, et de l'autre, au terme d'une traversée, d'un frayage progrédient, d'une surface d'inscription, d'un lieu des apostrophes. Enregistrement et de stockage à distance des impressions saisies et transmises par la boîte noire, c'est le système des traces mnésiques inconscients où tout reste. Dubois cite également quelques métaphores freudiennes qui ont trait au processus chimique du développement. En parlant de l'âme, Freud évoque des processus positifs et négatifs. L'auteur conclut que le rapprochement freudien entre activité psychique et appareil photographique nous apprendrait des choses sur la photographie. Partant, il serait source d'une certaine méfiance quant à la part visible, consciente, positive de cette dernière et nous donnerait le désir de remonter vers une image latente, inconsciente, négative et de voir au-delà, à côté, à travers. Un ouvrage plus récent, Psychanalyse et photographie par Jean-Jacques Barrault, se donne le même objectif, à savoir explorer l'influence de la photographie sur les modèles théoriques de Freud, sur sa compréhension de la transformation des processus conscients en processus inconscients, mais aussi du processus analytique lui-même. L'auteur se propose d'explorer, en les situant dans le contexte historique, scientifique et esthétique d'une invention, la photographie qui fut une véritable révolution épistémologique, les ressorts d'une métaphore utilisée comme figuration non seulement des opérations impliquées dans la transformation des processus inconscients en processus conscients, mais aussi du processus analytique lui-même. Selon l'auteur, la photographie marqua profondément l'imaginaire du XIXe siècle et servit de modèle aux nombreuses sciences positives et humaines, y compris à la philosophie et à la littérature. La pensée de Freud ne fut pas une exception. Pour Freud, contemporain de ces expériences marquées par un imaginaire où la plaque sensible se substitue au mur de la caverne et à la paroi de la camera obscura, où l'impression argentique et l'inscription de la trace se substituent à l'image, le système perceptif sera pensé comme une couche sensible, photosensible, et l'appareil psychique comme impressionnable. La métaphore de l'impression, attachée à la question du trauma, est partout présente dans son œuvre. Selon J.J. Barrault, le modèle freudien de la mémoire et de la temporalité comme inscription de différents types de traces est influencé par la photographie,
et la métaphore photographique avec la métaphore ferroviaire, c'est-à-dire les récits des trains et des chemins de fer qu'on rencontre chez Freud, ont constitué les deux faces d'un processus de développement. Autre livre parmi ceux qui explorent l'imaginaire visuel de Freud et le rôle qu'y joue la photographie, Les miroirs de la mémoire par Mary Bergstein représente une étude empirique de la place qu'occupaient les photographies dans la vie de Freud. L'auteur passe au crible les sources visuelles de Freud de la même façon qu'on étudie ses sources bibliographiques parce que, à l'en croire, cette étude serait aussi révélatrice de la vie intellectuelle de Freud que celle de ses lectures. L'auteur arrive à la conclusion banale que Freud a été influencé par la photographie, tant au niveau de sa culture générale. La photographie aurait constitué toute une culture visuelle dans l'Europe de son époque, qu'au niveau de ses activités de tous les jours. En effet, le père fondateur de la psychanalyse possédait des photos et passait des heures à les étudier. Finalement, cette étude ne nous apprend rien d'essentiel, se limitant au constat que le rapport de Freud à la photographie était celui d'un homme de son époque et de son milieu. Les réflexions qui vont suivre se démarquent des études précitées pour développer une thèse radicale. La philosophie de la technique, à laquelle se rattache la philosophie de la photographie, est peu compatible avec la psychanalyse, car elle met ces concepts en question, les ébranle et les modifie au point de les rendre méconnaissables. Tout en restant l'objet de notre analyse, la photographie nous servira en outre d'instrument analytique et nous permettra de développer une critique amicale, à l'égard de la psychanalyse comme conception du monde et à un niveau plus modeste, de certains de ses concepts. Pour ce qui est de la thèse de l'influence de la photographie sur Freud, elle aussi doit être portée à un degré supérieur. Lorsque Freud, ne serait-ce que de façon vague et éphémère, rapproche la vie pulsionnelle du fonctionnement d'un appareil doué des fonctions de saisissement et d'enregistrement des traces mnésiques, ces paroles ne doivent pas se comprendre comme une métaphore, mais bien comme une dérive vers la philosophie de la technique, encore inexistante à cette époque-là. L'idée d'une participation de la technique au processus psychique se rencontre également dans le fameux texte sur le jeu de la bobine. Freud décrit la situation où l'enfant essaie de remédier à l'absence temporaire de sa mère à l'aide d'un objet transitionnel, Winnicott, ou d'un appareil primitif, JL. Déote. Pourtant, Freud ne sort pas vraiment du paradigme anthropologique. La compréhension de la subjectivité comme intrinsèquement liée à l'évolution de la technique va à l'encontre de la vision du sujet qui est développée, entre autres, dans Au-delà du principe de plaisir, où l'appareil psychique est appréhendé comme le résultat d'une longue évolution biologique. D'une façon plus générale, dans la plupart de ses écrits, Freud se situe dans une perspective humaniste, au sens qu'il suppose l'existence chez l'homme de quelque essence stable, d'une base qui n'évolue pas ou évolue très lentement. Nos réflexions seraient à situer dans une perspective opposée, dans le sillage de l'anti-humanisme théorique, de Heidegger et surtout de Foucault, à cette différence près que l'objectif de cet ouvrage est de s'interroger sur la part technique de la subjectivité, sur le rôle de la technique dans la constitution de la vie psychique et sur la façon dont le rapport de l'individu à soi et surtout aux autres est marqué par la technique. La photographie, objet issu d'une opération technique, serait au cœur de ce rapport en participant activement au processus de subjectivation. Il faut dire aussi que la subjectivation dont il s'agit diffère de la construction de l'identité, chère aux sciences sociales. Celle-ci ne s'intéresse normalement qu'au processus de l'auto-identification, qui se déroule au niveau de la conscience. L'objectif de cet ouvrage est d'analyser, fût-ce d'une façon fragmentaire, des processus plus profonds, ceux-là même qui jettent les bases de la subjectivité. En introduisant le concept de sujet, sous l'influence de ses études de l'appareil perspectif, Descartes, le père de la subjectivité, ne fait que mener à terme la tendance mathématique apparue 2 siècles auparavant à l'époque de la Renaissance. Historiquement, les appareils de projection ont constitué la matrice de la subjectivité en creusant l'espace où le sujet commence à avoir lieu. On peut aller jusqu'à dire que la mathématisation de l'espace par les appareils a généré l'intériorité, une certaine figure mathématique, donc, un fait scientifique et technique avant d'être un fait psychologique. Le sujet de la philosophie classique doué des propriétés de visée et d'enregistrement résulterait alors des effets focalisants des appareils et du processus d'intériorisation d'une technique projective.
Le discours psychanalytique ne peut naître que dans cet espace vide, béant, dans l'abîme du jeu ouvert par la technique. Les topiques de Freud et les graphes de Lacan présupposent l'existence de cet espace, d'un lieu où réside le moi, et partant se basent sur un certain modèle spatial qui ne va pas de soi. Ce constat vaut également pour la temporalité de la psychanalyse. Loin d'être une chose naturelle, notre compréhension du temps est investie de la technique. Chaque nouvel appareil instaure une nouvelle temporalité, en définissant la structure du présent, du passé et du futur ainsi que leur façon de se rapporter l'un à l'autre. On peut dire d'une façon générale que la temporalité de la vie psychique telle que la comprend la psychanalyse, à savoir son caractère non linéaire, l'idée de la non-contemporanéité du sujet à l'événement, n'est possible que dans l'espace symbolique inauguré par la photographie. On pourrait également démontrer l'origine technique de certains concepts psychanalytiques, comme ceux de transfert et contre-transfert chez Freud, qui pensent la relation entre l'analyste et Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.